Bienvenue dans cette nouvelle leçon qui portera sur les notions de probabilité. Sur ce rappel de cours, je vais vous demander d'être particulièrement attentif parce que je vais vous présenter ici un certain nombre de notions qui vous permettront d'acquérir des bases solides pour que vous puissiez aller encore plus loin et beaucoup plus facilement l'année prochaine. Donc cette année, c'est encore qu'une introduction aux probabilités et je peux vous assurer que c'est une très bonne nouvelle que ce chapitre ait été instauré au programme de 3e parce que c'est sur ce type d'exercice que vous allez pouvoir gagner un maximum de points à l'examen du brevet des collèges. Alors, et tout ceci bien sûr en compagnie du professeur Malin qui m'assistera durant la leçon et il aura l'opportunité d'intervenir comme bon lui semble pour ajouter des informations importantes pour votre compréhension du cours. C'est parti, est-ce que le professeur Malin peut nous présenter le sommaire ? Naturellement. Aujourd'hui, nous allons voir un certain nombre de notions, avec bien sûr un peu de vocabulaire. Nous allons donc ensemble découvrir les notions de probabilité, univers et événement. Ensuite, nous verrons comment identifier une situation d'équiprobabilité. Puis nous allons découvrir les formules les plus importantes de ce cours, la formule de la probabilité, quelques propriétés sur les événements et également la formule d'un événement contraire. Enfin, Ghislain vous présentera un exercice de mise en application. Je vous propose de bien préparer cet exercice sur une feuille ou un cahier pour que nous puissions le corriger lors de la prochaine vidéo. Alors on va commencer par un petit peu de vocabulaire. Les probabilités, ça fait partie des types de chapitres où la connaissance du vocabulaire est essentielle pour réussir. La maîtrise du vocabulaire, c'est 50% de la compréhension des exercices. Alors puisque ce n'est qu'un rappel de cours, je vais vous présenter ici dans cette vidéo que les 3 principales notions de ce chapitre. Et croyez-moi, avec ça, vous aurez les bases suffisantes pour cartonner à l'examen. Commençons par la première notion, la notion de probabilité. Alors qu'est-ce qu'une probabilité ? C'est le calcul de la chance que quelque chose puisse arriver. Et ce quelque chose en mathématiques, nous on appelle ça un événement. Alors en classe de 3e, vous n'allez pas rencontrer des expériences aléatoires très difficiles. Les modèles types d'exercices que vous allez devoir apprendre à résoudre ne seront pas très nombreux. On peut en citer quelques-uns, le lancer de dés, le jeu de cartes, etc. Alors bien évidemment, je vous conseille d'utiliser la lettre P à chaque fois que vous voulez écrire le symbole de la probabilité, parce que c'est de cette manière que tous les mathématiciens et les physiciens en Europe et aux États-Unis la représentent. Permettez-moi également d'ajouter que le résultat d'une probabilité peut se présenter de 3 et uniques manières. Sous forme d'une fraction irréductible, sous forme d'un chiffre à virgule, ou bien sous forme d'un pourcentage. À noter que les 3 résultats qui vous sont présentés ici sont tous égaux. Un quart est égal à 0,25, qui est aussi égal à 25%. Je vous propose maintenant d'étudier un exemple très simple pour illustrer cette notion de vocabulaire. Alors voici un exemple très simple pour que vous puissiez bien clarifier rapidement cette notion de probabilité. Et si vous n'avez toujours pas compris après cet exemple, ne prenez pas peur. On verra encore d'autres exemples au cours de cette vidéo. Alors dans notre exemple, on a 2 boules qui sont dans une boîte, une bleue et une rouge, et on en tire une au hasard. Alors on crée un événement, que l'on appelle l'événement E1, et qui se nomme « piocher une boule rouge ». Question. Quelle est la probabilité que l'événement E1 se produise ? Alors ici, la question elle a été écrite de manière à ce qu'on ne comprenne pas bien ce qu'on nous demande, mais en réalité c'est très simple. Quelle est la probabilité que l'événement E1 se produise ? Ça veut dire quelle est la chance de piocher une boule rouge. C'est tout simple. Donc pour pouvoir donner ce résultat, on n'a pas besoin de connaître la formule de la probabilité. Parce que l'exemple ici est ridiculement simple, et donc je vous donne directement le résultat. Pour réussir à trouver que la probabilité de cet événement E1 c'est 1/2, on regarde dans l'exemple et on voit qu'on n'a que 2 boules dans notre exemple. Comme on n'a que 2 boules dans notre expérience, et qu'on veut tirer une boule rouge, on n'a qu'une seule boule rouge dans la boîte. Et donc, on a donc une chance sur ces 2 boules de piocher une boule rouge. Donc, une chance sur 2.
Alors pour illustrer tout ce que je vous ai dit précédemment, on va représenter ce résultat sous les trois formes possibles de la probabilité. Alors on vient de représenter le premier résultat qui est la forme d'une fraction irréductible. Et pour pouvoir calculer la probabilité sous forme d'un chiffre à virgule, eh bien c'est très simple, on calcule 1 divisé par 2, le 1/2, 1 divisé par 2, c'est en l'occurrence égal à 0,5. Et pour pouvoir calculer sous forme d'un pourcentage la probabilité, on prend notre chiffre à virgule et on le multiplie par 100. Alors ici, en l'occurrence, 0,5 multiplié par 100 est égal à 50%. Vous remarquerez également que ces trois résultats qui vous sont présentés ici, comme précédemment, sont tous égaux entre eux. 1/2 est bien égal à 0,5 et qui est aussi égal à 50%. Je vous propose maintenant de découvrir la notion suivante de ce chapitre qui est l'univers. Alors pour faire une analogie entre les probabilités et l'astrophysique par exemple, en astrophysique, l'univers, c'est tout ce qui existe dans notre monde. C'est toutes les planètes, tous les soleils que l'on appelle des étoiles, mais aussi tous les systèmes solaires et toutes les galaxies composées de plusieurs systèmes solaires, mais bien sûr tous les autres objets célestes, astéroïdes, comètes, etc. Et également tous les objets que l'on n'a pas encore réussi à découvrir. En probabilité, on va utiliser la même approche. On va observer notre exercice et l'étudier pour découvrir tous les résultats possibles auxquels peut aboutir l'expérience aléatoire de notre problème. Alors du coup, l'univers, en probabilité, on peut le voir à l'écran, c'est tous les résultats possibles que va regrouper notre expérience. Et enfin, je vous conseille toujours d'utiliser la lettre grecque oméga pour représenter l'univers. J'aimerais également choisir un nouvel exemple. Si nous choisissons l'expérience du lancer de dés, le dé ne possédant que 6 faces, les résultats possibles seront de tomber sur un 1, un 2, un 3, 4, un 5 et un 6. Donc l'univers de cette expérience sera composé uniquement de ces 6 chiffres. Si l'expérience aléatoire maintenant est un jeu de 32 cartes, l'univers, elle, sera composé de toutes les cartes de ce jeu. Donc l'univers sera composé de ces 32 cartes, que l'on reportera à l'intérieur de notre univers. Je vous propose maintenant d'étudier un exemple très simple pour illustrer cette nouvelle notion. Alors ici, on va utiliser exactement le même exemple que tout à l'heure. On a deux boules dans une boîte, une bleue, une rouge, et on tire au hasard une boule. Alors ici, comment on va déterminer l'univers de notre expérience? C'est très simple. En réalité, puisque je n'ai que uniquement la possibilité de piocher soit une boule rouge, soit une boule bleue, alors en réalité, on dira que notre univers, il ne sera composé uniquement que de boules rouges, boules bleues. Vous remarquerez que la manière dont Ghislain a formulé l'univers à l'oral s'exprimera toujours de cette manière. L'univers égale entre accolades, boule rouge, boule bleue, se lit tout le temps en mathématiques de la manière suivante. L'univers est composé de boules rouges et boules bleues. Et cette annotation est universelle en mathématiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voudrez énoncer tous les éléments qui composent un objet mathématique, vous utiliserez cette notation que vous voyez devant vos yeux, égale entre accolades suivi des éléments qui le composent. Ici, on dira que l'univers est composé de deux éléments. Alors pour que vous puissiez bien comprendre cette notion d'univers, je vais vous faire découvrir encore un autre exemple qui est presque le même que tout à l'heure. On lance un dé sur une table de poker, et donc si ici on tente de déterminer l'univers de l'expérience, on va bien voir que le dé ne possédant que 6 faces, comme tout à l'heure, exactement, rappelez-vous, les résultats possibles seront donc de tomber sur un 1, sur un 2, un 3, 4, 5 ou 6. Et donc,
on dira bien, attention comme on épelle cette notation, on dira bien que l'univers est composé de 1, 2, 3, 4, 5 et 6, de ces 6 chiffres. Et ici donc, on dira que l'univers est composé de 6 éléments. Alors je suppose que certains d'entre vous n'ont jamais vu cette notion d'univers auparavant, ou alors peut-être que vous l'avez vu avec votre professeur, mais qui ne vous l'a pas présenté de cette manière, et c'est tout à fait normal, parce que cette manière de présenter les choses est parfois considérée comme trop prématurée en classe de 3e, et en vous présentant cette notion, on anticipe pour les autres années scolaires. Mais je suis pas entièrement d'accord avec les enseignants qui adoptent cet état d'esprit, parce qu'en fait, il y a plein d'avantages à appréhender cette notion maintenant plutôt que de la découvrir seulement après au lycée. Alors du coup, pour quelles raisons est-ce que je vous présente cette notion d'univers? Il existe plusieurs arguments. Vous allez pouvoir résoudre des exercices d'une manière moins subjective. Qu'est-ce que ça veut dire la subjectivité? Ça veut dire qu'on donne notre avis. Et en mathématiques, c'est pas possible, on ne peut pas donner notre avis. On a un plan d'action, étape par étape à résoudre, jusqu'à arriver au résultat final, et il n'existe qu'un seul résultat pour un exercice, il n'en existe pas d'autre. Donc on ne peut pas donner notre avis sur la supposition d'un autre résultat. Vous allez pouvoir développer une meilleure compréhension des mécanismes de probabilité. Évidemment, puisque vous avez appris encore une nouvelle notion des probabilités, vous allez englober encore des notions plus vastes, et vous allez donc comprendre plus de choses dans les probabilités. Et après, vous allez pouvoir poser les bases plus efficacement pour démarrer l'exercice sans aucune erreur possible. Et ça va engendrer le dernier argument, qui est que, puisque vous avez posé vos bases efficacement, l'utilisation de la formule sera beaucoup plus facile. Et vous allez vraiment le remarquer dans pas longtemps, dans quelques minutes, que une fois que les bases sont parfaitement posées, vous allez ne pas avoir besoin de réfléchir pour utiliser votre formule. Tout se fera très très facilement. Alors il existe encore un bon nombre d'arguments qui expliquent la raison pour laquelle vous devez connaître cette notion maintenant. Si vous utilisez par exemple cette notion sur votre copie de brevet, votre examinateur il sera très impressionné et il aura une très bonne image de vous et donc il va vous donner des points bonus dans la notation de la copie. Et un tout dernier exemple d'argument que je peux vous donner, si vous apprenez à utiliser cette notion cette année, il est évident que vous serez clairement en avance sur vos camarades l'année prochaine. Et donc voilà, j'espère vous avoir suffisamment convaincu et on passe à la notion suivante. Alors pour être en mesure de faire le lien entre univers et événement, vous devez bien comprendre qu'est-ce qu'un événement. Un événement, c'est un ensemble de résultats possibles d'une expérience aléatoire. En fait, il regroupe seulement une partie des résultats possibles de l'expérience. Et c'est pour ça que l'événement est un sous-ensemble de l'univers. L'univers qui, lui, regroupe tous les résultats possibles. Donc ce qui se traduit en réalité par le fait qu'un événement est inférieur à l'univers. Donc en fait, je m'explique. Mathématiquement, on voit bien la formule en face de nos yeux. Notre univers contient plus d'éléments que notre événement. Donc le nombre d'éléments à l'intérieur de l'événement est inférieur au nombre d'éléments dans notre univers. Alors une autre propriété, un événement va se réaliser seulement lorsqu'une de ses issues qui le composent est réalisée. Pour expliquer cela, on va reprendre l'expérience des jeux de cartes, où l'on pioche une carte au hasard. L'événement piocher un roi de cœur se réalise seulement au moment où on parvient à piocher un roi de cœur. C'est aussi simple que ça. Alors ici, on va reprendre exactement le même exemple que le professeur Malin, avec le jeu de cartes où l'on pioche une carte au hasard. Donc on crée un événement, l'événement E1, piocher un roi. Alors comment on va faire ici pour déterminer notre événement, ici dans cette expérience? Mais en fait, c'est exactement comme précédemment pour l'univers. Je n'ai uniquement que 4 rois dans le jeu. Donc j'ai la possibilité soit de piocher un roi de cœur, un roi de carreau, ou un roi de pique, ou un roi de trèfle. Et donc, comme précédemment pour l'univers, on va noter de la même manière, et on dira que notre événement E1 est composé
de roi de cœur, roi de carreau, roi de pique et roi de trèfle. Et donc ici, exactement aussi comme précédemment, on dira que l'événement est composé de 4 éléments. Vous verrez que cette phrase de conclusion, elle est très utile, hein. Elle est composée de 4 éléments, vous allez voir pour quelle raison je vous dis ça. Alors pour conclure cette notion d'événement, on va introduire 2 cas particuliers d'événement. Et tu vas enfin comprendre le lien qui unit univers et événement. L'événement impossible, il porte très bien son nom. C'est un événement qui ne se réalisera jamais. Peu importe le nombre d'essais que l'on réalisera dans l'expérience, il ne se réalisera pas. On aura beau piocher autant de cartes qu'on veut, même jusqu'à la dernière carte du jeu, cet événement ne se réalisera jamais. Comment est-ce possible d'après vous? Cela signifie qu'on vous a donné volontairement dans votre énoncé un événement qui n'a aucun lien avec l'expérience étudiée. On dit aussi que l'événement n'appartient pas à l'univers. C'est-à-dire que si vous prenez l'élément contenu dans votre événement et que vous vérifiez que ce même élément est bien contenu dans l'univers de l'expérience, eh bien, vous ne le trouverez pas. Donc, cet événement n'aura aucune chance de se réaliser au sein de cette expérience. C'est un événement impossible. Merci Monsieur Malin pour cette apparition. Eh bien, reprenons notre deuxième notion de vocabulaire. Dans une expérience aléatoire, l'événement incertain, c'est un événement qui va se produire à coup sûr. Peu importe le nombre d'essais que l'on réalisera, cet événement se réalisera. Donc dans l'expérience du jeu de 32 cartes, l'événement piocher l'une des 32 cartes de ce jeu, c'est-à-dire piocher toutes les cartes de ce jeu, quelle chance on a de réaliser cet événement? Eh bien, 100%. Pourquoi? Parce que l'univers est composé de ces 32 cartes, mais l'événement est aussi composé de ces 32 cartes. C'est-à-dire que c'est un événement certain, et que l'événement est bien égal à l'univers. J'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris l'exemple précédent. On va donc reprendre avec un exemple plus simple. Ghislain vous a dit que l'événement certain se réalise à coup sûr. Cela signifie que si vous prenez l'ensemble des éléments contenus dans votre événement et que vous vérifiez que la totalité des éléments de E1 sont bien contenus dans l'univers de l'expérience, eh bien vous remarquerez que oui, l'événement et l'univers sont égaux entre eux. C'est ce qu'on appelle un événement certain. Et l'événement certain est toujours égal à l'univers. On vous a très certainement déjà expliqué en classe qu'est-ce qu'une situation d'équiprobabilité. Pour pouvoir comprendre cette nouvelle notion, on a une solution. On décompose le mot. Si l'on décompose ce mot, on voit que le suffixe équi signifie égal. Et que le synonyme de probabilité serait plutôt chance. Donc on en déduit que ça signifie une chance égale. Donc si on essaye de donner une définition au terme d'équiprobabilité, ça signifie que tous les événements de notre expérience ont tous la même chance d'apparaître. Donc ça revient à dire que notre dé n'est pas truqué et que dans le jeu de cartes, le roi de cœur n'a pas plus de chances d'être pioché que le valet de carreau, puisqu'on ne triche pas et qu'on ne choisit pas sa carte. Voici maintenant le moment des formules. Alors on va débuter cette partie par la formule des probabilités. Alors voici la formule que votre professeur vous a très certainement présentée en classe. La probabilité est égale au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Alors je dois vous avouer que la première fois qu'on m'a présenté cette formule, je parvenais plus ou moins à comprendre physiquement ce que ça voulait dire, mais je n'arrivais pas du tout à imaginer comment je devais utiliser cette formule dans un exercice. Et je pense que vous êtes du même avis que moi. Donc si on reprend la formule, sur le numérateur, le nombre de cas favorables, c'est le nombre de fois où l'événement se réalise. Sur le dénominateur, le nombre de cas possibles, c'est tous les résultats possibles de l'expérience, ce qui correspond à l'univers. Donc, ce qui revient à utiliser cette formule.
qui est certes moins explicite, mais énormément plus pratique à utiliser. On va la lire ensemble. La probabilité que l'événement E se réalise est égale au nombre d'éléments dans l'événement E sur le nombre d'éléments dans l'univers oméga. C'est cette formule que vous devez apprendre. C'est parce que c'est cette formule qui va vous permettre de ne pas avoir besoin de réfléchir quand vous l'utilisez. Vous comprendrez vraiment pourquoi par la suite. Je vais maintenant vous demander de prêter attention à cette inégalité, parce que c'est une erreur que l'on voit malheureusement trop souvent dans les copies d'examen. Dire que la probabilité est toujours comprise entre 0 et 1 signifie que si vous trouvez un résultat supérieur à 1 lors de votre examen, alors vous êtes sûr d'avoir un résultat faux. Regardons maintenant comment nous allons pouvoir transformer cette inégalité en pourcentage. Le principe est simple. On multiplie chaque membre par 100 et nous trouvons que la probabilité sera toujours comprise entre 0% et 100%. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin dans les notions de probabilité, on va reprendre les deux cas particuliers de tout à l'heure et on va écrire les propriétés qui en découlent en phrases mathématiques. Alors il n'y a pas besoin d'apprendre, il faut juste que vous puissiez bien comprendre. Comme l'événement impossible, c'est un événement qui ne se réalise pas, on note alors que l'événement E ne contient rien. En phrase mathématique, le symbole que l'on utilise pour indiquer qu'il n'y a rien, c'est ce petit symbole que vous voyez à l'écran, que l'on appelle ensemble vide. Un autre symbole qui est indispensable en mathématiques est la double flèche, qui signifie une équivalence, et qui veut donc dire, dans notre cas, équivaut à dire que. Lisons maintenant ces deux phrases mathématiques qui engendrent des propriétés importantes que vous devez absolument savoir utiliser dans vos exercices de probabilité. La première phrase. L'événement impossible ne peut pas se produire, ce qui équivaut à dire que l'événement contient l'ensemble vide, et ce qui équivaut également à dire que la probabilité que l'événement E se produise est nulle. La phrase numéro 2. L'événement certain se produit nécessairement, ce qui équivaut à dire que l'événement est égal à l'univers, et ce qui équivaut également à dire que la probabilité que l'événement E se produise est égale à 1, c'est-à-dire 100% de chance. Notez bien que l'ensemble vide est différent du chiffre 0. Si on avait écrit 0 entre les accolades, cela aurait signifié que l'ensemble vide contient l'élément 0, et ce qui est une grosse erreur dans notre cas. Le dernier mot de vocabulaire que vous devez absolument connaître est la probabilité d'un événement contraire. On l'écrit avec une barre au-dessus du E, et ça se dit E bar. Contrairement à ce que vous avez probablement vu en classe avec votre prof de maths, je vais ne pas vous présenter la définition de ce terme, parce que pour moi l'exemple est beaucoup plus explicite, et ça va nous permettre non seulement à vous de gagner du temps pour votre compréhension, mais aussi de gagner du temps pour la leçon. Alors reprenons l'exemple avec le jeu de cartes et l'événement E, piocher un roi de cœur. Comment on va pouvoir transformer l'événement E en un événement E bar, l'événement contraire à E? Eh bien c'est très facile, on rajoute deux mots, ne pas, et ces deux mots vont nous permettre de transformer l'événement E en événement E bar, ne pas piocher un roi de cœur. Alors j'attire votre attention sur le fait qu'à chaque fois que vous rencontrez un événement avec la négation ne pas, vous devez impérativement utiliser cette formule qui s'affiche à l'écran. P de E bar égale 1 moins P de E. Cette formule elle est très importante et c'est pour cette raison que, comme elle est très importante, je vais vous expliquer d'où vient cette formule. Donc je vais vous montrer une petite explication et la propriété qui va vous permettre de comprendre pour quelle raison on a cette formule, c'est que E et E bar sont complémentaires. Et d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire que E et E bar sont complémentaires? Ça veut dire que si on additionne les deux probabilités, on trouve 100%. Qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Ça veut dire que si on a l'événement piocher un roi de cœur, qu'on a la probabilité de piocher un roi de cœur, et qu'après on nous demande
si on l'additionne à la probabilité de piocher, ne pas piocher un roi de cœur, ce qui équivaut à dire piocher le reste des cartes sauf le roi de cœur, c'est-à-dire que si on additionne piocher un roi de cœur plus piocher le reste sauf le roi de cœur, ça veut dire qu'on a tout le jeu de cartes complet, les 32 cartes. Donc 100% de chance d'avoir tout le jeu de cartes. Alors pour que vous puissiez bien voir que cette formule est la même que tout à l'heure, on va la manipuler comme en algèbre. Alors comment on fait pour manipuler cette équation? On va prendre notre P2E et on va le mettre de l'autre côté de l'équation. Qu'est-ce qui se passe quand on met un membre de l'autre côté? Alors je vais dire plutôt un monôme, quand on le met de l'autre côté d'un membre, dans le membre de droite, et bien il se passe que notre P2E, il va prendre le signe opposé, moins P2E. Alors allons-y, passons-le de l'autre côté, et P2E va se transformer en moins P2E. Et voilà, on trouve cette formule qui nous dit que P2E bar égale 100 moins P2E. Et là, vous me dites, c'est pas tout à fait la même formule. On n'avait pas ce 100. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre pour quelle raison, c'est parce que là, pour que vous puissiez comprendre cette formule, je vous ai mis tous les résultats en pourcentage. C'est-à-dire que P de E bar devra être exprimé en pourcentage, P de E est exprimé en pourcentage, et le chiffre 100, c'est un pourcentage, 100%. Alors on va faire exactement la même manipulation, mais maintenant en chiffre à virgule. Alors, la formule est exactement la même. On additionne les deux probabilités, et on trouve 1, c'est-à-dire 100%. Alors on va passer notre P de E de l'autre côté de l'équation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il prend son signe opposé, c'est-à-dire moins P2E. Alors allons-y. Et voilà, maintenant on trouve cette deuxième formule qui nous dit que P de E bar est égal à 1 moins P2E. J'attire votre attention sur le fait que ces deux formules sont exactement les mêmes. Ce sont seulement les unités qui ne sont pas les mêmes. À gauche, nous n'avons une formule que avec des pourcentages, et à droite, nous n'avons une formule qu'avec des chiffres à virgule ou alors des fractions. Alors, quelle formule on doit utiliser et quand on doit l'utiliser? Moi, je vous conseille d'utiliser et de n'apprendre que la formule de droite. La formule de gauche était pour votre propre compréhension et savoir. Certaines personnes ont des difficultés à manipuler les chiffres à virgule. Les pourcentages, c'est quelque chose qui est plus physique à comprendre. Donc je vous ai expliqué en pourcentage pour que vous puissiez comprendre d'où vient cette formule. Mais attention, la formule de droite est quand même celle que l'on attendra de vous que vous utilisiez à l'examen du brevet. Donc attention quand vous utilisez la formule de droite, les deux probabilités P de E et la probabilité P de E bar doivent être utilisées avec soit des fractions, soit des chiffres à virgule, jamais avec des pourcentages. C'est une fois votre résultat trouvé avec votre chiffre à virgule que vous multipliez par 100 pour trouver le résultat sous forme d'un pourcentage. Voici maintenant votre exercice d'application. Alors on va faire qu'un seul exercice d'application et je vous assure qu'il est suffisamment complet pour que vous puissiez avoir les bases nécessaires pour vous lancer pour votre examen, vos révisions d'examen du brevet des collèges. Alors ça va être l'exercice du lancer de dés. On lance un dé non truqué. Question numéro 1. Quelle est la probabilité de tomber sur le chiffre 3? Question numéro 2. Quelle est la probabilité d'obtenir un chiffre pair? Question numéro 3. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir un chiffre 3? Question numéro 4. Quelle est la probabilité que le dé tombe sur le chiffre 8? Question numéro 5. Un petit peu plus difficile. Calculer la probabilité d'obtenir l'un des 6 premiers chiffres appartenant à n étoiles, c'est-à-dire l'un des 6 premiers entiers naturels privés de 0. Alors ce que j'attends de vous, c'est que vous prépariez cet exercice avec une feuille et un stylo, et qu'on se retrouve
dans la vidéo suivante pour la correction de l'exercice. Merci et à la vidéo suivante.